Saviez-vous qu'il existe une journée de la Aliyah en Israël et c'est aujourd'hui la journée de la Aliyah, et qui est mieux placé pour nous en parler que Ariel Kandel qui est avec nous donc ce matin. Ariel, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de Kalita et donc nous allons parler de cette journée qui est célébrée en Israël. C'est une loi d'ailleurs, hein, c'est une loi, on va en parler dans quelques instants. Oui, c'est une loi qui a été promulguée il y a 3 ans maintenant en Israël. Et on va parler maintenant du contenu de la loi. Du contenu de la loi. Ou peut-être du non-contenu d'ailleurs. Du contenu de la loi. Mais d'abord, on va parler un peu de la date. On est le Zayin Becheshvan. Oui. Et donc, pourquoi c'est cette date qui a été choisie ? Alors à la base, l'État d'Israël voulait en fait... à chaque fois qu'il y a une loi qui est basée sur une journée, il y a toutes sortes de discussions de savoir quel jour doit être retenu. Alors à la base, on parlait du 10 Nissan, c'est le jour en fait où les Bnei Israël sont rentrés dans la terre d'Israël à l'époque de Yoshua, sauf que évidemment le 10 Nissan c'est un peu compliqué, c'est juste avant Pessah. Bon, c'était pas extraordinaire si on veut que ça prenne de l'ampleur. Et donc finalement c'est le 7 Rejvan qui a été choisi pour 2 choses. La première raison, c'est que le 7 Rejvan tombe toujours en fait avant la paracha de Lech Lecha, qu'on va lire ce Shabbat, donc la première aliyah, on pourrait dire, du premier juif, de Avraham Avinu. La paracha la plus sioniste, on va dire. Oui, peut-être. sûrement une des plus sionistes. Voilà. Ouais, il y a aussi Shlach Lecha, il y en a d'autres, mais disons que c'est peut-être la plus connue en tout cas en termes de sionisme d'époque, même on pourrait dire actuelle. Et la deuxième raison qui est moins connue, mais qui est, à mon avis, peut-être même encore plus belle, on va dire, enfin au moins tout aussi belle, c'est que c'est aujourd'hui que dans la Hamida, nous disons en Israël, Veten Talu Matar, donc on demande les pluies aujourd'hui dans la Hamida, on commence le 7 Rejvan, et alors on pourrait se poser la question pourquoi, parce qu'en finalement on aurait peut-être dû commencer à dire Ten Talu Matar juste après Simchat Torah, donc le jour où on fait la prière également pour la pluie, Tfilat Geshem. Et la réponse est qu'à l'époque, en fait, on attendait en fait que tous les pèlerins, on pourrait appeler comme ça, les gens qui venaient pour aller à la Régel, donc qui venaient pèleriner à Jérusalem pour la fête de Sukkot, donc certains habitaient en diaspora, en dehors d'Israël, et ça leur prenait jusqu'à 2 semaines pour retourner chez eux. Et donc, on ne voulait pas que lors de leur retour, des pluies diluviennes s'abattent sur eux et les empêchent de retourner en paix vers leur maison. Et donc, c'est pour ça que la prière de Ten Talu Matar a été décrétée au 7 Rejvan, et ça prouve, et ça c'est également très important, déjà à l'époque, le lien très important qui existait entre les Juifs d'Israël et les Juifs de diaspora, où certains, on pourrait dire comme aujourd'hui, certains venaient en Israël en vacances, mais ils reviennent aussi. Ou pour pèleriner. Voilà, et il faut quand même être conscient qu'il est vrai que nous sommes toujours très heureux lorsque des Juifs font le Aliyah et qu'on essaye de les aider dans leur intégration dans leur Klita, mais malgré tout, nous sommes complètement conscients que c'est de notre devoir de rester très proche des Juifs qui habitent en diaspora et de respecter également leur choix au quotidien. Alors, comment on fête cette journée en Israël ? Alors, comment on fête cette journée ? D'abord, donc, il y a une grande cérémonie à la Knesset avec des ministres, des députés. Cette année, ils n'étaient pas présents, mais l'année dernière également avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et puis, à part ça, il y a donc une notion, on va dire, d'enseigner la Aliyah, la notion de Aliyah, on va dire, dans les écoles en Israël. Et j'ai presque envie de dire que malheureusement, ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est bien joli tout ça. Mais la loi dont vous nous parliez, qui a été promulguée il y a 3 ans à peu près, c'est une loi qui est vide de sens aujourd'hui, on peut dire, pratiquement. Qui est pas vide de sens, parce qu'au niveau éducatif, elle est importante. C'est-à-dire que ce qu'on parle de l'importance de l'Aliyah dans les écoles, c'est très important. Vous savez que malheureusement, également dans les écoles israéliennes, parfois les enfants ne comprennent pas l'importance de l'Aliyah. Donc c'est très important toujours, moi je suis éducateur moi-même, donc c'est très important de parler de la notion d'Aliyah, on va dire. Mais d'un autre côté, si vous vous baladez dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem aujourd'hui et que vous demandez aux gens, que vous dites aux gens Chek Sameach, ils vont vous regarder comme si vous étiez fou. Si vous leur dites qu'il y a un Yom Aliyah, personne n'est au courant, donc ça n'a pas du tout d'impact. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que on sait très bien que les lois importantes à la Knesset sont également des lois qui sont souvent accompagnées de budget. Et on pourrait poser la question de savoir si on parle de la journée de l'Aliyah, et là on parle même pas d'intégration, on parle que de Aliyah. Donc, est-ce que cette loi ne devrait pas être accompagnée de budgets très conséquents pour proposer des solutions à des gens qui habitent encore en diaspora qui aimeraient faire l'Aliyah ? Alors justement, vous parlez du problème des budgets, vous parlez aussi du problème de l'implication, on va dire, du gouvernement. Vous nous disiez que on a l'impression que c'est un sujet important au niveau éducatif. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement aujourd'hui prend le sujet de l'Aliyah comme un sujet important ? Non. Voilà. Alors on peut développer. Non, parce que tout simplement, et encore plus particulièrement lorsqu'on parle des Juifs de France, évidemment lorsqu'on parle des Juifs de Russie
ou même des juifs d'Éthiopie, ou même des juifs des États-Unis. Ce sont des questions qui sont un peu plus soulevées parce qu'ils ont des représentations politiques également, il faut le dire. Le député Nagosa pour les Éthiopiens, le vice-ministre Michael Oren, américain lui-même, qui met tout en œuvre également pour que l'ALIA et l'intégration des juifs des États-Unis se passent du mieux possible. Pour ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est quand même incroyable. On reparle toujours, et je reparle toujours de cette fameuse étude de l'IFOP qui indique que 90% des Juifs de France se sentent en insécurité en France, que 43% de plus de 200 000 aimeraient faire la LIA. Vous l'avez dit hier à la Knesset ? Oui, bien sûr que je l'ai dit hier à la Knesset. J'ai dit à la Knesset que d'un côté, j'ai parlé en fait de mon officier à l'armée lorsque j'étais à 25 ans en Golani, qui me disait toujours Yesh dvarim shetzarich leshamer, yesh dvarim shetzarich leshaper. Il y a des choses qu'il faut préserver, il y a des choses qu'il faut améliorer. Et je leur ai dit, c'est quand même un jour de fête, donc on peut très bien dire combien on est beau, combien on est gentil, tout ce qu'on a fait ces dernières années, c'est très bien de le dire, mais il faut également parler des choses à améliorer. On ne peut pas parler aujourd'hui de 200 000 Juifs de France qui aimeraient venir, on ne peut pas parler d'antisémitisme tous les jours en France. Aujourd'hui, il y a tous les jours des autres histoires, et d'un autre côté dire non, mais finalement, on n'a pas besoin d'apporter des pistes d'intégration. Et je pense que pour nos auditeurs, y compris ceux qui ont fait l'ALIA il y a 10, 20, 30 ans, parfois on dit oui, mais nous, lorsqu'on est venu, etc., on n'a rien demandé à personne. Alors j'ai deux réponses à ça. La première, c'est que la majorité d'entre nous qui sommes venus il y a 30 ans, on avait nous-mêmes 20 ans, donc forcément lorsqu'on vient 18, 19, 20 ans, c'est bien plus facile. Et deuxièmement, c'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de Juifs qui habitent dans l'Est de Paris, et sans des solutions concrètes en termes d'emploi, de logement et d'éducation pour les enfants, ces gens-là ne pourront pas venir en Israël. Et pour les anciens Olim, ce qu'on appelle les Olim Vatikim, qui ont tous en France un papa, une maman, un frère, une sœur, parfois même des enfants, des cousins, s'ils veulent que ces gens-là un jour puissent accomplir le rêve de l'Aliyah, s'ils le veulent, ça passe également par là. Et d'autres minorités en Israël l'ont bien compris, comme je l'ai expliqué avant. Les Juifs de Russie l'ont compris il y a très longtemps, les Juifs d'Éthiopie l'ont compris également, et les Juifs américains l'ont également compris. Pour donner un petit exemple, 13 millions de shekels aujourd'hui sont investis par le KKL dans l'intégration des Juifs des États-Unis en Israël, alors qu'il y a 2 fois moins de Juifs américains qui ont fait l'Aliyah que de Juifs de France ces 5 dernières années. Alors comment vous expliquez ce désintéressement du gouvernement à l'Aliyah particulièrement, et puis l'Aliyah de France plus particulièrement ? Par manque de pression, c'est-à-dire que d'un côté, il faut comprendre que jusqu'à il y a 4-5 ans, les pressions n'existaient pas. Aujourd'hui, par notre intermédiaire, ça commence évidemment à bouger. On espère également que les élections municipales vont donner des résultats très concrets en termes de représentants français dans les différents conseils municipaux. Ça amènera également des pressions par rapport à cela. Et au fur et à mesure, vous savez, Hier, il y a des députés qui me disent à la Knesset c'est quand qu'on verra des manifestations de Juifs de France pour que leurs frères de France fassent leur Aliyah. On en arrive là, c'est-à-dire que même les ministres et les députés me disent mais il faut bouger l'opinion publique, il faut que tous ces Olim, là, ces 150 000 Juifs qui habitent en Israël et qui sont nés en France et qui sont parfaitement intégrés, encore une fois, s'ils veulent que leurs frères Juifs de France viennent un jour, il faut commencer à comprendre que premièrement, ce qu'ont vécu il y a 30 ans, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, et deuxièmement, l'État d'Israël peut être capable de proposer des pistes d'intégration, mais il faut simplement les exiger. Et pour les exiger, il faut également un poids médiatique dans la presse, politique, et également dans la rue. Donc peut-être qu'un jour également, on descendra dans la rue. Voilà, alors en tout cas, c'est la fête de l'Aliyah, même si vous nous avez dressé un tableau un peu pessimiste. Non, il n'est pas pessimiste. D'abord, encore une fois, comme j'ai dit, le passé est bon en termes de tout ce qu'a fait Israël. Il y a des millions de Olim depuis 1948. Il y a quand même des avancées. Il y a quand même beaucoup d'avancées. Oui, il y a aussi beaucoup d'avancées, encore une fois, mais mon rôle n'est pas de me reposer sur mes lauriers, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres occasions de nous suivre, de voir quelles sont les avancées par rapport à tout travail qui est fourni par toutes les associations, par également des gens qui sont sur le terrain. Donc ça peut être l'objet d'une... Mais d'un autre côté, on ne peut pas... Moi, en tant que représentant, entre autres, des Juifs qui ont fait l'Aliyah, lorsque je viens à la Knesset, je ne peux pas venir et dire tout va bien, tout est beau, et pas poser la question de savoir, non mais enfin c'est incroyable, il suffit de se balader aujourd'hui dans l'Est de Paris et de voir qu'il y a des milliers de gens qui aimeraient venir ici, mais qui ne peuvent pas le faire. Donc c'est mon obligation de porter cette voix à la Knesset le jour du Yom Aliyah. Et de tirer le signal d'alarme. Merci beaucoup Ariel d'être venu nous parler de cette journée. On va dire quand même Chag Sameach. Oui, Chag Sameach, bien sûr.